La troisième révolution industrielle et agricole, portée par la CCI Pays de la Loire, vous présente 52 minutes pour convaincre. La TRIA, la troisième révolution industrielle et agricole, est notre prochain grand défi. Alors, est-ce que Satria sera le chant des révolutionnaires de demain? Nous en sommes persuadés et nous avons 52 minutes pour vous convaincre. Bonsoir, bonjour, soyez les bienvenus sur Télé Nantes. Nous sommes ensemble pendant 52 minutes donc pour parler de la TRIA. Et tout de suite, nous entrons dans le vif du sujet avec l'explication. Qu'est-ce que la TRIA? Et pour nous répondre à cette question, nous sommes avec notre grand témoin du soir, Bruno Hugues de la Rose. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la CCI régionale des Pays de la Loire. Alors, qu'est-ce que la TRIA? Et avant de parler de la troisième révolution industrielle et agricole, parlons un petit peu de la première. Voilà. Alors, troisième révolution industrielle agricole, TRIA. La première révolution industrielle, ça a été lorsqu'il y a eu concomitance d'un nouveau mode de communication lié à un nouveau système énergétique. La vapeur, qui a fait les rotatives, qui ont permis d'éduquer, de faire les manuels scolaires, de faire des journaux. Deuxième révolution industrielle, le pétrole, l'électricité en énergie, et en même temps, la radio, la télévision, nous y sommes. La troisième révolution industrielle, vous l'imaginez bien, quels sont les deux systèmes qui ont changé? Le système Internet, le web, mais pas que le web, le big data, tout ce qui est Internet, et en même temps, les énergies nouvelles, les énergies renouvelables, parce qu'on prend conscience qu'aujourd'hui, on est capable de produire assez d'énergie dans la planète, renouvelable, pour permettre cette mutation. Et en même temps, on prend conscience qu'on est passé de 1,5 milliard d'habitants, première révolution industrielle, à 3 milliards la seconde, à 7 milliards vers les 9 sur celle-là. Donc on prend conscience en même temps, avec cette troisième révolution industrielle, que la finitude de la Terre, le mot est un peu... Mais enfin, la finitude de la Terre, c'est bien ça dont il s'agit, est un enjeu majeur si on n'est pas capable de modifier notre fonctionnement. Alors qu'est-ce qu'après fait justement qu'on a eu cette prise de conscience? Quand est-ce qu'on s'est dit, tiens, il y a des changements, il faut les accompagner? Et qui a eu cette prise de conscience? Alors cette prise de conscience, elle est venue, elle est comme toujours, on dit multifactorielle, c'est bien le mot. C'est-à-dire que, d'abord, il y a une première chose, c'est que beaucoup de gens ont eu un discours sur la crise depuis ce temps. Et en fait, c'est un discours terriblement passéiste. Je suis désolé, mais quand on parle que de la crise, on laisse entendre que demain, ça ira mieux. Non. Demain, ça ira mieux si on change notre mode de fonctionnement. Et on va voir ça pendant ces 52 minutes. Ouais. Et donc, le vrai sujet, ce n'est pas la crise, c'est une mutation. Et notre préoccupation à un moment, c'est de dire, mais finalement, il y a un certain nombre de gens, des prospectivistes, notamment un prospectiviste américain qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui a écrit cette troisième révolution industrielle, mais il y a d'autres. Il y en a également, il y a des penseurs français, des philosophes, et puis il y a bien sûr tous les gens qui sont préoccupés par l'énergie, et puis tous les industriels qui, petit à petit, ont dit, mais attendez, fondamentalement, l'approvisionnement de matières premières est un sujet très important. Et donc, tous ces gens-là se sont dit, finalement, il y a vraiment une mutation. Et il y a un certain nombre de penseurs, encore une fois, comme Rifkin, qui se sont dit, mais finalement, cette mutation, elle va engendrer des choses considérablement importantes, beaucoup plus que le seul dimensionnement de l'entreprise, mais c'est l'entreprise et son environnement qui vont être profondément modifiés. On reste un petit peu sur notre territoire. Pour quelle raison est-ce qu'ici, on s'intéresse autant à la TRIA? Qu'est-ce qui fait qu'on est à la pointe? D'abord, ici, on a deux avantages considérables. On aime bien penser à l'avenir. Vous savez, c'est pas pour rien, mais on est près de l'Ouest, on est près de l'Atlantique. Et donc, on aime bien penser à l'avenir. Et en plus, on a un fonctionnement collaboratif. C'est-à-dire qu'on fonctionne facilement ensemble. Personne n'est suffisant chez nous. On s'écoute mutuellement. Et on a compris que désormais, pour aller plus loin, il vaut mieux être plusieurs. Parfois, on a l'impression, si on était tout seul, d'aller plus vite. Mais si on veut aller plus loin, il faut être plusieurs. Et c'est vraiment notre enjeu. Et donc, on a pris la conscience aussi que ça ne pouvait pas se faire sans que ce soit les entreprises qui soient motrices. Et ça a été l'enjeu fondamental de se dire finalement, nous, les chambres consulaires, les représentants des syndicats patronaux, comment fait-on pour qu'au lieu de parler sans arrêt de carcans, de contraintes, comme on l'entendait souvent sur le green business, comment on en fait justement un green business qui construit un avenir, qui fédère les énergies, qui permet à des jeunes de penser emploi et non pas chômage, qui permet à des anciens de s'acculturer à ces évolutions. Et ce mode collaboratif, il est particulièrement cohérent avec les valeurs qu'on a dans les Pays de Loire. Et je crois que c'est ça qui fait que ça a pris ailleurs, ici plus qu'ailleurs. Il y a d'autres endroits où on a plutôt fait ce qu'on appelle des master plans, c'est-à-dire quelque chose qui descend. Bon, nous, ce n'est pas notre méthode. Notre mode, c'est de construire au contraire sur ce qui est en train de se passer dans chacune des entreprises, chacun des acteurs,
chacun des observateurs et petit à petit travailler ensemble pour construire ce territoire qui fait que ça va être favorable et qui va construire la performance des entreprises. Vous savez qu'on pense que c'est un gisement de productivité considérable pour les entreprises, mais on aura l'occasion d'en parler. Bien sûr. Alors ce soir, il y aura quelques révolutionnaires qui seront avec nous, je les appelle comme ça, moi, les révolutionnaires. Et on va parler de 3 axes, 3 des axes de la TRIA. Il n'y en a pas que 3, forcément. Non, alors, vous voyez, tout de suite, c'est... Donc, effectivement, comme on est en France, il faut qu'on organise les choses. Oui. Vous savez bien ce que c'est, hein, c'est comme ça. Donc, effectivement, dans la TRIA, il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a des activités, on voit bien, il y a des nouveaux mots qui apparaissent. L'économie de la fonctionnalité, l'économie collaborative. La fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le sens de la propriété d'un engin, on l'utilise. Vous avez bien entendu parler d'Uber, vous avez déjà entendu parler d'Airbnb, il y a les Biclou à Nantes, enfin peu importe. En tout cas, ce fonctionnement qui dit finalement on dissocie l'un de l'autre. Bon. Et ce qui est important, c'est à quelle fonction, quelle utilisation je peux avoir de cet objet. Et évidemment, du coup, il y a des business models qui changent complètement par rapport à ça. L'économie collaborative, c'est très simple. Vous l'avez déjà évoqué entre vous aussi, c'est comment travaille-t-on ensemble. Et donc, effectivement, on a de plus en plus de démarches innovantes dans ce domaine-là. Et puis, il y a une chose qui est très importante, c'est les enjeux sociétaux. Et donc, aujourd'hui, l'impact que l'on peut avoir sur notre planète, la façon dont on travaille, va développer ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire que quand on lance un produit ou un bien, on pense tout de suite à son reconditionnement et on essaie de voir, on verra ça tout à l'heure, j'imagine, avec notre ami Hubert, comment on peut effectivement produire de la valeur ajoutée et faire des leaders mondiaux en ayant cette conception philosophique. Alors, on va parler justement, pour commencer, de l'économie circulaire. Votre définition, en quelques mots ? L'économie circulaire, moi je ne suis pas professeur, donc la définition est peut-être difficile, mais l'économie circulaire, c'est effectivement concevoir 2 choses. Concevoir que lorsque l'on produit un bien, on pense à sa réutilisation. Donc il faut dès le début concevoir qu'effectivement il sera recyclable. Hein, et tant qu'à faire, on peut imaginer aussi quelques services associés et faire que sa durée de vie soit prolongée. Je vais être très concret. Quand on concevait un frigidaire, c'était le mot, l'expression, il y a 40 ans, on le concevait pour une vie. Vous savez, c'était la grosse armoire. Puis très vite, on a vu apparaître des frigidaires très modernes, mais dont la durée de vie n'était pas la même. Quand on pense qu'un frigidaire peut avoir une durée de vie plus longue, on ne fait pas les mêmes composants, mais du coup, on fait aussi travailler des gens qui font le service autour du frigidaire en question. J'ai pris exprès une marque, j'aurais pas dû. Mais enfin, en tout cas, vous voyez bien ce que je veux dire. Deuxième sujet sur l'économie circulaire, c'est bien sûr la proximité géographique. Je fais travailler mon environnement. Donc il y a bien les 2 axes. D'une part, je fais travailler mon environnement pour éviter des déplacements qui sont coûteux, qui consomment de l'énergie, qui consomment du CO2. Et d'autre part, je conçois un produit tout de suite en pensant à sa utilisation et j'étudie les services associés. Je ne sais pas si j'étais clair. Très. Bon. Ben justement, tiens, l'économie circulaire, on en parle tout de suite. Et pour en parler, on est avec Hubert de Boisredon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président directeur général d'Armor. Armor, en quelques mots ? Alors, Armor. Armor, c'est le nom de la Bretagne, et c'est une vieille entreprise de Nantes, 1922, d'ailleurs, qui veut dire qu'en 1922, on ne sait pas tellement la question d'où était la Bretagne et d'où était Nantes. Armor, c'est un autre débat, là, pas voilà, pour ce soir. Mais c'est une vieille entreprise nantaise, et c'est une vraie entreprise industrielle qui est spécialisée dans les consommables d'impression. Vous ne faites pas que ça. Alors, vous êtes dans l'innovation constante. Alors, Armor a connu une histoire d'innovation constante, puisque ça a démarré avec le papier carbone. Nos parents, nos grands-parents connaissaient l'Armor. L'Armor, c'était le papier avec lequel on copiait les devoirs des amis absents à l'école. Hein, voilà. Et puis, c'était déjà collaboratif. Et puis, il y a eu des innovations. Ça a été les rubans de machine à écrire. Ça a été les premiers rouleaux de fax. Vous vous rappelez, ces rouleaux ancrés? Et puis également les cartouches jet d'encre que l'on fabrique encore, plutôt pour les particuliers, les cartouches laser pour les entreprises, et puis maintenant les rubans transfert thermique qui impriment les étiquettes, notamment les étiquettes code barre. Voilà, Armor était numéro 4 en 2004 sur ce métier et leader mondial aujourd'hui. Alors, vous n'êtes pas venu tout seul ce soir, vous êtes venu avec quelqu'un qui a été récompensé avec vous, on en reparlera tout à l'heure. Marc Maradour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'ADAPEI. En quelques mots, l'ADAPEI. L'ADAPEI, déjà, elle a 60 ans cette année. Ben dis donc. L'ADAPEI, c'est un métier, accompagner les personnes en situation de handicap, qui se décline en 4 missions. Une mission qui consiste à éduquer, soigner,
donner une formation aux personnes handicapées de 0 à 20 ans. Deuxième mission, donner du travail à ces personnes au travers des ESAT ou des entreprises adaptées. Troisième mission, leur fournir un logement. Et quatrième mission, être effectivement au plus près des personnes qui ont besoin d'un accompagnement 24 heures sur 24. Alors, avant de parler de votre partenariat, on va revenir au début. On va reparler donc de la production d'Armor. Armor produit des cartouches d'encre. Voilà. L'une des activités d'Armor est de fabriquer des cartouches d'encre et des cartouches laser pour entreprises. Ces cartouches-là, vous les recyclez. Voilà, nous recyclons ces cartouches et en le faisant, nous attaquons un des gros problèmes, des gros défis de la planète aujourd'hui. Il faut savoir que rien qu'en Europe, 140 millions de cartouches laser sont vendues chaque année par les fabricants d'imprimantes. Une cartouche laser, vous savez, c'est ces grosses cartouches que l'on connaît, c'est à peu près 1 kg de matière. Donc 140 millions de cartouches, c'est 140 000 tonnes. À peine 20% sont recyclés, sont remanufacturés. Les 80% restants sont soit broyés, incinérés, mis en décharge, simplement jetés à la poubelle et donc perdus pour la planète. C'est-à-dire que chaque année, il faut repomper à peu près 100 000 tonnes de matière de la planète qui pourrait pourtant être retrouvée dans l'existant. Voilà, et ça continue et ça continue. Et il y a cette croyance que la cartouche neuve, qu'une coque de plastique neuve va donner une meilleure cartouche qu'une coque simplement nettoyée et remise à neuf. C'est tout à fait faux, mais cette croyance fait qu'on maintient du gaspillage. Et nous, on a choisi, donc Bruno disait d'être révolutionnaire, nous sommes militants et fiers de l'être, parce que nous pouvons apporter aux entreprises, finalement, le moyen d'être responsables pour la planète comme nous voulons l'être nous-mêmes, en utilisant des cartouches qui sont des cartouches remanufacturées, qui combinent 3 choses, qui combinent une qualité industrielle parfaite, une compétitivité, on y reviendra parce qu'on apporte une économie aux entreprises, et également une réduction de l'empreinte carbone. Vous me disiez, lorsqu'on a préparé cette émission, que les frais d'impression dans une grosse entreprise, ça fait partie des premiers postes de frais généraux. Ah oui, tout à fait. En fait, souvent, les dirigeants d'entreprise ne sont pas trop au courant des dépenses d'impression parce que c'est vrai que ce n'est pas le cœur de métier des entreprises. Et pourtant, c'est le premier poste de dépenses des frais généraux d'une entreprise. Donc, par exemple, une grande banque va dépenser 3 à 4 millions d'euros de cartouches d'impression, même parfois plus. Une ETI va dépenser entre 100 000 et 500 000 euros. Une PME va dépenser de 5 000 à 100 000 euros, tout dépend de sa taille. Donc, quand nous pouvons apporter, par exemple, à ces entreprises une réduction de 30% de son coût, et en plus, en accomplissant une démarche de développement durable, une démarche RSE, c'est clair que c'est un impact qui est loin d'être négligeable. Nous avons pu faire gagner à des grandes banques françaises 1 ou 2 millions d'euros sur leurs dépenses, par exemple. On parle de recyclage. Lorsqu'on recycle donc une cartouche, on récupère quoi? Du plastique et des résidus? Alors, on récupère la cartouche usagée. D'accord. Mais après donc, première étape, effectivement, quand nos entreprises utilisent une cartouche, bon, ils ne savent pas toujours où la mettre, donc nous apportons déjà un service qui est un service de collecte avec un carton qui permet de déposer la cartouche. Nous, notamment avec la démarche que nous avons créée, qu'on appelle OWA, ce service est gratuit pour les entreprises, c'est-à-dire que nous venons collecter les cartouches usagées chez les entreprises. Ensuite, nous les ramenons sur notre site industriel où nous les trions. Je veux dire, la grande majorité des cartouches, si elles n'ont pas été abîmées, cassées, etc., peuvent être remanufacturées, c'est-à-dire réutilisées sur notre site industriel. Et celles qui sont soit qui sont devenues obsolètes pour différentes raisons, celles-là sont démantelées. Dans une cartouche laser, par exemple, il y a 7 plastiques différents. Alors tout ça est fait aussi en partie pour compliquer la chose par les fabricants. Mais donc nous pratiquons un démantèlement fin de ces plastiques, isolons les 7 plastiques, le cuivre, l'aluminium, les restes de poudre, et ce qui nous permet de fabriquer des matières pures. Et chaque matière qui est devenue pure à 100% est réutilisée pour faire des nouveaux produits ou dans des nouveaux processus industriels. À la fin, par ce processus de production, nous obtenons 0 déchet. C'est-à-dire que tout ce qui est confié par les entreprises est totalement réutilisé.
Et la matière, par exemple, permet de fabriquer des bannettes, des porte-crayons, etc., des produits bureautiques qui peuvent être revendus aux mêmes entreprises que celles qui nous ont confié leur cartouche. Alors, pour tout ça, vous avez besoin de main-d'œuvre. Et c'est en ça qu'entre en jeu le partenariat avec les ESAT West. Voilà, exactement. Et nous avons tissé un partenariat maintenant depuis plus de 2 ans, qui est un partenariat que je qualifierais d'une extrême qualité, dont nous ne pouvons que nous satisfaire avec les ESAT West. Et c'est très intéressant parce que, bon, je vais vous laisser commenter, mais c'est une autre dimension de la TRIA. C'est-à-dire qu'on parle de l'économie circulaire, mais aussi l'accueil de la fragilité et des personnes en situation de fragilité, pour moi, est au cœur de cette nouvelle économie. C'est-à-dire que tout le monde peut être inclus dans cette nouvelle économie. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas du tout moins productif, c'est productif différemment, mais de façon au moins aussi utile et aussi efficace que des personnes qui n'ont pas de handicap. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez vous, chez Armor, sur votre nouveau site à Saint-Étienne-de-Montluc. Là-bas, on va retrouver des gens qui ont su s'adapter les uns aux autres. Je ne me trompe pas? Absolument. On retrouve tout de suite le reportage d'Alain Nousser. Chaque matin, ils sont 8 à embaucher, un badge sur la poitrine avec leur nom et des postes de travail dédiés. Ici, ces personnes en situation de handicap n'ont plus le sentiment de travailler pour les ESAT, mais pour Armor. Un petit plus qui fait la différence. Ça change, c'est important de découvrir d'autres choses et puis de connaître d'autres personnes, c'est important, quoi. Ça me plaît parce que j'aime bien le contact avec les autres, le contact aussi un peu avec l'extérieur. Cela correspond en fait à des travailleurs qui n'auraient pas l'opportunité normalement d'être en milieu ordinaire, donc dans une entreprise. Ça correspond aussi bien à des personnes vieillissantes qu'à des personnes ayant des pathologies ou des handicaps plus lourds. On parle souvent de dextérité, donc les personnes qui n'ont pas forcément une dextérité fine peuvent venir dans cet atelier. Pour réussir cette immersion dans l'entreprise, 2 années de dialogue et de tests ont été nécessaires. Les ingénieurs d'Armor ont levé une à une les difficultés. Ergonomie des postes, répartition du travail, outillage, packaging, tout a été repensé pour une nouvelle ligne de production. Donc pour faire simple, aujourd'hui sur des lignes Armor, on peut avoir 1 ou 2 salariés, voire 3 salariés. Et là, il fallait 8 personnes parce qu'il fallait qu'on dissocie toutes les étapes. Donc l'idée était de simplifier au maximum les étapes. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces étapes de mise en boîte avec des calages carton qui sont assez difficiles au niveau manipulation. Et donc on a pensé à ajouter simplement un airbag à gonfler. Ça permet de sécuriser beaucoup mieux le produit dans son emballage et de simplifier au maximum le travail pour les travailleurs de CAT West. Donc aujourd'hui, on a revu tous nos packaging en tenant compte de ça. 1 an plus tard, c'est un succès. Une vingtaine de travailleurs se relaient ici. Les objectifs de production sont atteints et pourraient même monter en puissance. Cette collaboration a ouvert la voie à de nouveaux projets communs. Les ESAT se mettent au recyclage. Ils collectent dorénavant les cartouches usagées provenant de toute la France. Alors, Monsieur de Boisredon, lorsqu'on s'est parlé avant cette émission, vous m'avez dit on a mis en place un exemple d'économie circulaire parfaite. Moi, je veux en savoir un petit peu plus. Oui, c'est parfait parce que, comme je vous dis, tout ce qui est produit est intégralement recyclé. Rien n'est perdu. Donc, on est dans un processus zéro déchet. Et en plus, on le fait de façon inclusive en s'associant à des personnes, à tout type de personnes, incluant des personnes qui sont en situation de fragilité. Et pour moi, c'est ça l'économie circulaire parfaite, c'est-à-dire que tout le monde a sa part dans cette économie, elle est créatrice d'emplois, elle est facteur de lien social, elle réconcilie l'économique, le social et l'environnemental, et donc elle est source d'espérance. Monsieur Maradour, c'est un partenariat, donc vous êtes choisi. Pourquoi Armor ? Alors, tout d'abord, nous accompagnons 3000 personnes au sein de cette association. C'est le handicap, c'est toujours bien lorsqu'il est à côté de chez vous. Et un partenariat, c'est effectivement la rencontre d'hommes et de femmes. C'était M. Boisredon, c'était Simon Brichet, qu'on voit dans le film d'ailleurs. Cette rencontre a effectivement été un choix. On veut dépasser effectivement la différence de ces personnes que vous avez vues dans le film. Et elles sont capables, effectivement, dès lors que l'on a travaillé sur le processus de fabrication et sur le processus de production, elles sont capables effectivement de fournir
c'est-à-dire plus qu'un service, un vrai travail. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on les rencontre, soit dans les ZAD, soit dans l'entreprise, chez vous, ils ont un sourire jusque-là. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, ils bossent où? Ils bossent chez Armor. Mais bien évidemment, ce partenariat, on parle de troisième révolution industrielle et agricole, mais l'accompagnement des personnes handicapées doit aussi suivre cette révolution industrielle et agricole, parce qu'il ne faut pas laisser ces personnes-là pour compte. Et moi, j'espère beaucoup de ce travail qui est fait, soit dans le cadre de la RSE, soit dans le cadre de la TRIA, que vous n'oubliez pas ces personnes, puisqu'elles ont à nous apporter, aux uns et aux autres, qui sommes sans handicap apparent, beaucoup de choses. Il y a un mot qui vient tout de suite à l'esprit, c'est intégration. Non, vous dites inclusion. Ah oui, intégration, juste, vous voyez, quand vous mangez votre beefsteak, vous l'intégrez, quoi, puis vous ne le voyez plus. Ouais. Par contre, quand vous incluez quelqu'un dans une société, vous acceptez sa différence. Et lorsqu'on inclut une personne dans l'école ordinaire, bien sûr, elle ne va pas perdre son handicap lorsqu'elle va être auprès de ses collègues. Lorsqu'elle travaille dans une entreprise, elle ne va pas perdre son handicap. On l'accepte. Et l'inclusion, c'est bien cela. C'est que les personnes handicapées soient avec les autres. Elles ne deviendront, bien sûr, elles ont comme nous des potentiels de progression, des potentiels de progrès, mais bien évidemment, elles ne viendront jamais tout à fait comme vous. Peut-être elles ont de la chance d'ailleurs. Oui, sans doute. Je ne vais pas vous contredire là tout de suite. Là. Et alors, on parle d'un point de vue général. C'est gentil. Je vous trouvais très sympathique au début. D'un point de vue général, est-ce que toutes les personnes handicapées ont un travail? Bien sûr que non. Tout d'abord, alors, si on prend les personnes handicapées en mesure de travailler aujourd'hui, il faut savoir que le taux de chômage de ces personnes handicapées est 3 fois plus élevé que la personne dite ordinaire. Ouais. Première chose. La seconde chose, des personnes déficientes intellectuelles, notamment, n'ont pas tous comme parcours de vie de travailler. Elles sont accompagnées dans différents services que l'association gère aujourd'hui et qui sont des services dont le support principal n'est pas le travail, mais pour autant, ce que nous recherchons au niveau de cette association, c'est l'épanouissement de ces personnes. Donc, parcours de vie, parfois le travail, parfois autre chose, mais en tout cas, nous essayons de mettre en place... nous essayons, nos professionnels, 1700 professionnels au sein de cette association, 1000 bénévoles, nous essayons de mettre en œuvre effectivement le parcours de vie qui convient le mieux aux besoins des personnes. Pourtant, c'est inscrit dans la loi. Les entreprises doivent avoir dans leurs effectifs des personnes handicapées. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça aille mieux demain ? Peut-être multiplier les expériences comme celle que l'on a avec Armor. Et je pense que plus M. Boisredon en parlera à ses collègues, aux membres de la CCI qui sont présentes, ou la CRCI qui sont présentes aujourd'hui, eh bien plus ces expériences se multiplieront. Et j'ose espérer qu'elles le feront, parce qu'il y a de la volonté des chefs d'entreprise de bosser avec nous. Et nous aussi, nous avons la volonté de bosser avec eux. Donc déjà un partenariat compris et partagé. Et pas simplement... Ce n'est pas d'avoir pitié des personnes fragiles. Vraiment, ce n'est pas cela que nous demandons. Effectivement, c'est une vraie inclusion dans la société. Monsieur de Boisredon, votre partenariat a été récompensé au mois de novembre dernier. Vous avez reçu un trophée de l'insertion par le MEDEF. Une sacrée fierté, ça, non ? Alors, nous avons reçu ensemble. Oui. Et c'est vrai que la fierté, c'est de l'avoir reçu ensemble. Et par rapport à ce que vous disiez, pourquoi il n'y a peut-être pas plus d'entreprises qui embauchent des personnes ayant un handicap ? Parce que je crois qu'il y a une croyance encore que le handicap est un poids, que ça va freiner la marge de l'entreprise, que ça demande des ressources, etc., que ça va coûter. Je pense que c'est vraiment une vision très partielle. Quand nous l'expérimentons chez Armor, et je pense que ceux de l'équipe qui sont là peuvent en témoigner, une personne qui a un handicap, en fait, est une chance pour l'entreprise. Parce que quand il y a une personne qui a un handicap, en fait, elle ose dire « j'ai besoin de vous ». Alors que nous, entre guillemets, dites personnes normales, on ne sait pas dire « j'ai besoin de vous ». Et ça change tout. Parce que quand, dans un groupe, dans une équipe de travail, quelqu'un est capable d'avoir besoin des autres, l'ambiance qui se génère autour de lui est complètement différente. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, du coup, sont à l'aise, sont heureux de travailler. Et comme par enchantement, vous découvrez qu'il y a plein de problèmes qui n'existent plus. Il y a toute une joie de vivre qui est là et finalement une productivité. Mais c'est par un autre bout. Ce n'est pas par la recherche de la productivité, c'est par l'accueil de la personne fragile qui transforme l'entreprise de l'intérieur. C'est pour ça que j'estime que non seulement on est fiers, mais on est chanceux d'avoir des personnes ayant un handicap. C'est vrai à Saint-Étienne-de-Montluc, mais aussi vrai à la Chevrolière, où nous avons au sein de nos équipes une dizaine de personnes sourdes et muettes. 5 personnes se sont formées au langage des signes. Je peux vous dire que quand on va sur place dans les chaînes de production, voir les gens communiquer de façon
certes différentes, mais tout aussi efficaces, ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir. Président ? Non, je crois que ce qui est très émouvant dans ce que nous entendons aujourd'hui, c'est que on voit que c'est du vécu réel, avec un chemin de vie de proximité. Et quand on parle de la troisième révolution industrielle, on a l'impression qu'il va y avoir des exclusions. Les gens qui ne parlent pas suffisamment bien le big data, l'Internet, les gens qui ne comprennent pas très bien comment ça va fonctionner. Cet exemple-là montre qu'au contraire, en agissant localement, on peut en faire un facteur d'inclusion, pour reprendre l'expression de Marc, un facteur de collaboratif, un facteur de richesse pour aller au plus près des populations d'un territoire comme le nôtre. Et moi, je crois que c'est ça que nous devons gagner ensemble. Cette capacité à faire que, dans un monde en pleine mutation, qu'il faut connaître, qu'il faut analyser, parce que sinon, effectivement, on se trompe dans le diagnostic, on est capable, par nos actions, par nos systèmes de formation, par nos systèmes collaboratifs, d'en faire un atout pour notre territoire. Je crois que c'est vraiment ça qui est le fil conducteur de notre troisième révolution industrielle agricole en Pays de Loire. Bien évidemment, le monde de l'agriculture est totalement concerné par ce type de démarche. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. On en reparlera. Une dernière petite question. Le président nous parlait à l'instant de parcours de vie. C'est le patron d'une entreprise qui entre en TRIA. C'est une question de philosophie personnelle ? Alors, il faut que le patron soit engagé, parce que je pense que celui qui est à la tête de l'entreprise doit s'engager lui-même, mais c'est d'abord toute une équipe. Et encore une fois, ici, c'est toute une équipe d'Armor qui est là, c'est pas moi tout seul. Après, il y a toujours la question de dire est-ce que l'engagement dans la TRIA, dans la troisième révolution industrielle, dans la RSE, est-ce que c'est par conviction ou pas ? Ça ne peut pas être que par conviction. Il faut qu'il y ait un intérêt pour l'entreprise. Et ça, c'est important de le dire. Quand on parle de développement durable, il y a le mot durable. Pour que ce soit durable, il faut que tous les acteurs soient intéressés. Pourquoi ça marche sur les cartouches remanufacturées ? Aussi, c'est parce qu'on apporte 30% d'économie aux entreprises qui les utilisent. Si on leur disait c'est 30% plus cher, vous faites de belles choses en payant plus cher, probablement ça ne durerait pas très longtemps. Voilà, donc conviction, intérêt, ça va ensemble. Ça permet aussi de nous différencier de la concurrence, ça nous permet d'affirmer notre identité d'entreprise. Voilà, tout ça, c'est important. Ça, comme on disait, ça donne du sens aux équipes. Et quand il y a du sens, il y a de la force, il y a de l'énergie, il y a de la combativité, il y a de l'envie de gagner. Voilà, c'est les deux. Vous m'avez en plus tendu la perche pour la partie suivante. Merci beaucoup d'être venus à tous les deux, puisqu'on va parler tout de suite d'énergie. On y va. Et l'énergie, c'est une des principales préoccupations dans la TRIA. Président, vous, l'énergie, ça vous parle tout de suite ? Alors oui, je crois que ce qui est intéressant dans la troisième révolution industrielle agricole, c'est qu'on voit bien qu'il y a plusieurs choses. On vient d'avoir un témoignage assez extraordinaire sur tout ce qui est économie circulaire, économie collaborative. Il y a bien sûr les aspects numériques, on va en parler également, l'Internet, et puis il y a bien sûr l'énergie. Et sur l'énergie, il y a une mutation extraordinaire aujourd'hui. C'est que nous avions ces énergies fossiles qui étaient quelque part le mode contributeur du monde, l'économie du pétrole, ce qu'on a appelé est très important. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, on est capable de faire de l'économie, de l'énergie plutôt, qui est renouvelable. Alors on va le voir sur plusieurs sujets. On pense à l'énergie solaire. On peut penser aussi à d'autres choses un peu plus modernes, comme les biogaz. On peut parler aussi sur des sujets un peu différents les uns des autres, mais on a l'occasion de les découvrir. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a compris qu'une chose est en train de changer. Avant, l'énergie était centralisée et on descendait. Elle était formée par quelqu'un, enfin par un grand opérateur, où qu'il soit, et ensuite elle alimentait chacune des maisons. Et aujourd'hui, de plus en plus, nos maisons, nos véhicules, nos vêtements peut-être, avec des nouvelles... Ah, il faut juste tenir le micro un petit peu plus haut. Voilà, ça va marcher mieux. Ça marche mieux ? Ouais. Oui, c'est la censure dès qu'on parle de l'énergie centralisée. Non, mais globalement, ce qui est en train de se passer, c'est que de plus en plus de matériaux, d'organisations, Armor d'ailleurs a pu en parler tout à l'heure sur les cellules photovoltaïques, vont permettre à des gens d'être producteurs et consommateurs d'énergie, où qu'ils soient, quel que soit l'environnement, quel que soit leur véhicule, quelle que soit leur maison. Et ça va révolutionner totalement le fonctionnement de l'énergie. On s'intéresse tout de suite à la méthanisation. Et qu'est-ce que la méthanisation ? La réponse, c'est tout de suite maintenant en images avec Alain Mousser. Mortagne-sur-Sèvre, son église, son école et son fournisseur en gaz, du biométhane. C'est l'histoire de 10 agriculteurs travaillant sur 4 exploitations voisines qui décident en 2010 de valoriser leurs déchets en énergie.
Les déchets qui viennent des 4 exploitations sont mis dans cette trémie. Donc on a du fumier, mais on a aussi des déchets agroalimentaires qui sont traités sur ce site. Ils sont broyés dans cette trémie et puis ils sont incorporés dans le digesteur. 21 000 tonnes de lisier, de fumier et de graisse agroalimentaire par an sont acheminées par voie souterraine ou camion dans ces cuves pour former du biogaz. Le biogaz est ensuite épuré, un procédé qui permet de le transformer en biométhane. Il peut ainsi être injecté dans le réseau de gaz GRDF. On est parti d'un produit qui nous pose des soucis, à la fois en épandage, puisque ça crée des odeurs pour les riverains, et puis à la fois en volume, parce que ça fait des volumes très importants à épandre. Eh bien, on a 2 avantages à la méthanisation, c'est que nos effluents produisent de l'énergie et aussi produisent un digestat qui est épandu sur nos parcelles, qui n'a plus d'odeur et qui vient remplacer l'engrais chimique qu'on achetait auparavant pour nos cultures. La production de biométhane est régulière depuis 2014. Elle alimente le site, mais aussi 1500 foyers voisins et quelques industries comme la boulangère. Un an après, les agriculteurs commencent à dégager une source de revenus supplémentaire provenant d'une énergie propre, produite et consommée localement. La méthanisation, on va en savoir un petit peu plus tout de suite avec nos invités. Tout d'abord, Jean-François Serle. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez ici GRDF, vous êtes le directeur territorial région Pays de la Loire. Et à vos côtés, Jackie Bonin, vous êtes le directeur d'Astrade. Bonsoir. Bonsoir. Astrade, en quelques mots. Astrade, c'est un bureau d'études, Oui. une TPE. Notre métier, c'est de concevoir des projets de méthanisation et d'accompagner les porteurs de projets jusqu'à la réalisation de leurs projets. Ce sont des missions qui s'étalent sur 3 à 5 ans pour aboutir à un projet prêt à être mis en route. Et vous, avant, vous étiez déjà dans la gestion de déchets, vous étiez dans les eaux usées. Oui, le métier précédent d'Astrade était le traitement des eaux industrielles essentiellement et le traitement des déchets issus de l'épuration des eaux industrielles. Finalement, la méthanisation, aujourd'hui, n'est que le prolongement du métier précédent, puisqu'on s'est recentré uniquement sur le traitement du déchet ultime, issu des différents procédés de tri ou d'épuration, pour en faire une valorisation énergétique. Monsieur Serle, en quoi GRDF est TRIA ? TRIA, comme vous le disiez si bien tout à l'heure. Alors, en quoi GRDF est TRIA ? Déjà, on est un acteur du territoire. Notre réseau de gaz, il est bien quelque part, il est sur le territoire. Ensuite, on travaille de façon collective, avec les collectivités, les entreprises, les agriculteurs. Et quand on parle méthanisation, ce sont vraiment des projets typiquement collectifs. Alors, on a pu voir dans le reportage, c'est en local un traitement des déchets et qui est valorisé sous forme d'énergie. Et cette énergie, on la prend en charge dans le réseau de GRDF pour permettre à tous ceux qui sont sur le territoire de consommer une énergie verte, comme vous disiez, une énergie plus propre, et pouvoir faire tous les usages classiquement on fait avec le gaz. Alors, en ce qui concerne la loi sur la transition énergétique, on vous demande dans les années qui viennent de faire en sorte de produire 10% de gaz vert, en tous les cas qu'il y ait 10% de gaz vert dans les tuyaux. Là, pour le coup, c'est la loi qui vous oblige à faire votre TRIA. Ah oui, mais à innover. Oui, mais c'est une vraie opportunité. Ouais. Je pense que GRDF souhaite ce 10% de gaz vert dans les réseaux. Pourquoi ? Parce que ça permet d'être encore plus sur le territoire, d'amener de l'économie. On pourra en rediscuter avec Jackie Bonin tout à l'heure, mais on amène une économie locale, une valorisation locale des déchets. Quand on parle 10% de gaz vert dans les réseaux, ce sera plus tard aussi une utilisation pour le transport. L'ADEME parle à horizon 2050 d'avoir 45% du transport qui roule au GNV ou bio-GNV. Bio-GNV, c'est le biométhane carburant. C'est ce dont on est en train de parler ensemble. Quelle est la production actuelle en France par an ? Alors, je ne vais pas vous le dire en chiffres énergétiques. Je pense que, à part quelques experts dans la salle, personne ne saisirait qu'on... Et devant leur télévision. Et devant leur télévision. Peut-être le mieux, c'est de parler en bus. Alors, on est sur Nantes. Déjà, on a une opportunité. Sur Nantes, c'est 300 bus qui roulent au gaz. Eh bien, vous pouvez vous dire que déjà, rien qu'avec ce qui est produit en biométhane sur le territoire français, c'est le double de cette flotte
qui pourraient rouler au biométhane. Et en plus, vous pouvez rajouter 13 500 foyers, 13 600, allez, pour se faire plaisir. Et on parlait tout à l'heure de 10% dans les années qui viennent, avec la loi sur la transition énergétique. À Mortagne-sur-Sèvre, on y est déjà. Et oui, localement. L'objectif que vous disiez tout à l'heure, 10% en 2030 de gaz vert dans le réseau, eh ben on peut dire que Mortagne-sur-Sèvre, ils ont un coup d'avance, même beaucoup de coups d'avance, puisqu'ils sont déjà en 2030, ils ont déjà 10% de gaz vert dans leur réseau. Donc c'est génial. Une des motivations, c'est de gagner de l'argent. Est-ce que les agriculteurs de Mortagne gagnent de l'argent avec leur station ? Je pense que les agriculteurs ne se lancent pas dans ces projets-là avec comme priorité de gagner de l'argent. Il faut bien comprendre qu'un tel projet développé au niveau agricole et comme agribiométhane de façon collective, c'est un projet qui doit répondre à plusieurs objectifs. Le premier objectif, comme l'a dit Damien Roy, le président d'Agribiométhane, c'est de trouver une nouvelle façon de gérer les effluents d'élevage qui sont quand même pas si faciles que ça à manipuler, à gérer, à stocker, à épandre, etc. C'est aussi trouver une nouvelle articulation entre l'agronomie et l'élevage, puisque, sans faire trop de technique, ce qui ressort de la digestion et donc de la méthanisation est un produit qui est fertilisant et qui est de meilleure qualité que les produits bruts comme les fumiers. Et donc, sans les odeurs. Et sans les odeurs en plus. Et évidemment, on ne peut pas investir autant d'argent sans avoir une perspective au moins de dégager un revenu complémentaire. Donc ce que les agriculteurs recherchent, c'est un complément de revenu. Et ils pensent également diversification. On parle beaucoup des éleveurs aujourd'hui dans l'actualité. Ils sont soumis à des pressions sur les marchés et sur des prix de vente. Et évidemment, ils ont une vision long terme, comme tout entrepreneur, et ils cherchent à se dire, pourquoi pas valoriser nos effluents, en retirer un engrais, plutôt que de garder nos effluents bruts difficiles à gérer, et en même temps générer un complément de revenu. Alors la matière première est universelle, et pour cause, bah oui. Est-ce qu'on pourrait envisager que dans chacun des villages de France, il y ait une station ? Alors, chacun des villages, le nom village est peut-être justement fait appel à une notion de taille. C'est un processus industrialisé en tout cas, et on ne peut pas décliner la méthanisation à des échelles trop petites sous peine d'avoir des coûts de production qui deviendraient totalement rédhibitoires et donc de rendre infaisable économiquement un tel projet. Par contre, il faut penser absolument projet collectif. C'est le cas que vous avez montré dans le reportage d'Agribiométhane, et on a énormément de projets dans ce sens-là, puisque même une ferme, un agriculteur tout seul, n'a pas suffisamment de production de sous-produits végétaux ou d'effluents d'élevage pour justifier en général une unité de méthanisation à lui tout seul. Donc on est bien dans un schéma collectif. Alors, un par village ou par commune, peut-être pas, mais il y a certaines régions déjà, et notamment dans les Pays de la Loire, où on a une densité de plusieurs méthaniseurs par canton. On progresse, ça viendra. Il y a de grands projets qui sont prévus, M. Cerne. Alors, il y a des vrais axes de développement sur la région Pays de la Loire. Pour vous donner une idée, en 2016, ça sera 3 nouveaux projets, puisque là, on a parlé du premier avec Mortagne-sur-Sèvre, mais c'est 3 nouveaux projets qui vont à nouveau injecter dans ce réseau et faire bénéficier à tout le monde de ce gaz vert. Alors, 2 projets d'origine agricole et d'industrie agroalimentaire, comme Jackie le décrivait tout à l'heure. Un projet aussi qui est intéressant avec les stations d'épuration, où on valorise les boues et le gaz produit dans le réseau, là aussi. Et puis, il y a un projet que Bruno Delorose, je pense, connaît bien, qui est à Montoire, qui, lui, si je peux me permettre, devrait sortir plutôt vers 2018, peut-être. Au moins, vous pourriez peut-être nous en dire plus. Oui, parce que c'est vrai que vous avez cette casquette de président, mais vous êtes aussi entrepreneur. Oui, c'est la joie du direct. Hein. Donc, non, mais je crois, enfin Jean-François évoque ça. Nous avons pris donc l'IDEA que je préside, hein, qui est une entreprise qui fait de la logistique industrielle et portuaire, a vraiment réfléchi sur la transformation de ces zones industrielles pour en faire des écoparcs. Et à ce titre-là, c'est ma petite minute de pub, mais à ce titre-là, on a fait des centrales photovoltaïques, on est en train de faire effectivement une centrale, on est en train de regarder un site d'injection gaz avec Volvé. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on va à la fois avoir des aspects agricoles, les déchets portuaires et les déchets de la carène au niveau alimentaire. Et c'est l'ensemble qui va faire qu'effectivement, on pourra faire l'organisation du processus avec un partenariat public-privé.
Et ça, c'est vraiment de l'économie collaborative. Voilà, je reste là, mais c'est plus pour souligner que, vous voyez, ça peut se mettre vraiment partout, l'économie collaborative. Et j'espère qu'effectivement, ça permettra d'alimenter quelques bus aussi à Nantes en bon état. Une question collégiale pour terminer. Je suis chef d'entreprise, je m'intéresse à la méthanisation, aux énergies vertes. Comment est-ce que je peux rentrer moi aussi dans la danse ? Je vous en prie. Je commence. Oui. Je commence parce qu'on est souvent le premier maillon. Un des rôles de GRDF, c'est justement de connecter tous ces acteurs entre eux pour qu'ils puissent avancer dans leurs projets et qu'ils puissent profiter aussi de l'expérience collective qu'il y a pu y avoir sur le territoire. Donc, on peut être une porte d'entrée, mais évidemment, après, il y a des bureaux d'études, il y a les collectivités qui peuvent jouer leur rôle. Voilà. Monsieur Bonin ? Il y a des façons très directes. Un industriel, en particulier, peut, s'il le souhaite, acheter de l'énergie verte. Aujourd'hui, il se décline des offres avec une part d'énergie verte, d'énergie renouvelable. Donc, c'est déjà le premier maillon. Et si je suis entrepreneur et producteur de déchets fermentescibles, je peux aussi me rapprocher, si ma production ne le justifie pas, me rapprocher d'un projet de méthanisation locale pour y adresser mes déchets et contribuer à alimenter ces méthaniseurs qui vont produire du biogaz et de l'énergie renouvelable sous cette forme-là. Et n'oublions pas une chose, c'est qu'on est passé d'un schéma où on dépensait de l'argent pour éliminer des déchets fermentescibles, aujourd'hui à un schéma où le déchet fermentescible produit de l'énergie. Et alors, je ne veux pas dire que le déchet a nécessairement une valeur, mais en tout cas, la méthanisation a beaucoup contribué à faire baisser le coût d'élimination des déchets fermentescibles, et notamment agroalimentaires. Comment est-ce que je peux persuader M. Serle que j'utilise du gaz vert ? C'est vrai, puisque tout est mélangé dans les tuyaux. Alors, persuadé, vous avez alors, je veux rester très simple, mais vous avez un certificat. Vous pouvez acheter un certificat qui vous permet vis-à-vis de dire, ben voilà, je consomme un gaz vert. Vous allez vers votre fournisseur d'énergie et il peut vous le proposer. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci. Merci vous. On parle maintenant des changements, des habitudes, des changements dans le quotidien, car la TRIA va, oui, nous obliger à changer. Et la TRIA va nous obliger à changer dans notre milieu de travail. On parle d'incubation, de start-up, de culture digitale, d'e-commerce, de coworking, de co-développement. Je vais d'ailleurs m'arrêter sur les deux derniers, là, coworking et co-développement. Et les entreprises de demain, les entrepreneurs de demain ne travailleront pas tout seuls, plus tout seuls. On va tout de suite s'en rendre compte en prenant la direction d'un incubateur. Alam Nousser, chez Startup Palace. Emma Le Goff, Startup Palace, bonjour. Emma est une sorte de concierge des temps modernes. Du café à la compta, elle gère l'animation de ce lieu. Ce matin, elle organise un petit déjeuner pour présenter les nouveaux résidents, la start-up VoxyWeb. Après 2 ans de R&D à domicile, Fabien a décidé de louer des bureaux, 500 à 600 € par mois, tout inclus. Et on est vraiment en mode plug and play, c'est-à-dire qu'on arrive, on pose son ordinateur, son imprimante, et on peut démarrer, et surtout on est en phase de croissance rapide. Donc si on veut, on a déjà recruté une personne, on va recruter une sous 2 mois. Et donc on peut facilement grandir, prendre le bureau d'à côté et passer de 1 à 2 bureaux, voire 3 assez rapidement. Pas de bail, mais un préavis d'1 mois seulement à 2 pas de Gralin, la formule séduit. Plus d'une trentaine de bureaux sur 1000 m², cuisine et open space, le Startup Palace accueille une dizaine d'entreprises dont AfroStream. Après 3 mois dans un incubateur à San Francisco pour lancer le projet, l'équipe est de retour à Nantes pour s'implanter. C'est aussi pour retrouver cet esprit qu'on avait quand on était à Y Combinator aux États-Unis, de discuter avec des gens qui ont le même esprit d'entreprise que nous, qui ont les mêmes aspirations et qui nous permettent aussi de nous challenger. On a tous des problèmes qui sont similaires et l'expérience des uns et des autres nous permet d'aller encore plus vite, de ne pas reproduire des erreurs que d'autres ont fait, éviter toutes les frictions qui empêchent la croissance, nous aide à grandir encore plus vite. Et derrière le Grand Palace, 3 fondateurs, 3 experts à résidence, technologie web, comptabilité finance, business model. Au-delà du room service, leur idée est de proposer aux jeunes entrepreneurs, moyennant finance bien sûr, leur savoir-faire. Les startups peuvent suivre un programme de coaching et de formation qui s'appelle l'Opération Éléphant,
qui dure plusieurs mois et qui leur permet d'accélérer leur développement avec un certain nombre de sessions de travail sur la segmentation de leurs clients, la préparation de leur business plan, la construction de leur business model, le test de leur marché. Voilà, tous ces sujets qui sont abordés de manière assez dense sur quelques mois. Dernier souhait, accueillir les équipes innovation des grands groupes, tous secteurs confondus, pour provoquer, pourquoi pas, des collaborations inédites. Et pour parler de grands changements au travail, on est avec Olivier de Marignan. Vous êtes le président directeur général de la Banque Populaire Atlantique. Soyez le bienvenu sur le plateau. Et puis à vos côtés, Antoine Dumont, Startup Palace. Tout de suite, c'est quoi une start-up? C'est-à-dire qu'on en parle tout le temps des start-up. C'est quoi exactement une start-up? Alors, on définit souvent une start-up comme une entreprise avec une dominante technologique quand même assez forte, qui a un potentiel de croissance très important, une vraie croissance exponentielle. Et puis, cette recherche ou cette évolution permanente de son modèle économique. Voilà, une start-up est en permanence en train de revoir, de challenger son propre modèle économique. Et c'est certainement là ce qui fait une de ses spécificités. Quand vous dites challenger son propre modèle économique, ça veut dire qu'au départ, elle n'en a pas? Alors, souvent, une start-up peut partir sur une idée de produit, une idée de service, avec un marché qui est visé. Et elle a forcément des idées, en tout cas on lui souhaite d'avoir des idées de modèle économique. En revanche, tout l'enjeu pour elle, c'est de pouvoir tester très rapidement ses projets, ses prototypes de modèle économique, voilà, pouvoir les valider. Et Startup Palace, c'est Palace, hein, on l'a vu, hein, on a vu le documentaire, le reportage, autant pour moi. Quelle a été l'idée de départ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tout seul quand on travaille en start-up et il faut qu'on travaille les uns avec les autres. On en a besoin? Alors, il y a plusieurs idées, plusieurs motivations à ce projet. D'abord, je crois qu'il y avait un vrai besoin sur notre territoire nantais, au cœur de Nantes, de pouvoir rassembler des entrepreneurs. Donc, voilà, la réponse à un besoin. La deuxième raison, je crois que c'est aussi la possibilité d'offrir un cadre de travail particulièrement exceptionnel à des startups. Voilà, travailler dans son garage, ça a un certain nombre de limites. Donc voilà, pouvoir se rassembler entre entrepreneurs, leur permettre à ces startups de partager sur des problématiques communes, et leur permettre aussi de se concentrer sur l'essentiel. On voyait dans le reportage AfroStream, qui donc est une startup qui arrive de San Francisco, qui vient de s'installer au Startup Palace. 5 minutes après leur arrivée, ils étaient opérationnels, donc pas de soucis techniques, administratifs ou autres pour ces entrepreneurs qui ont besoin de se concentrer à 200% sur le développement de leurs produits et l'acquisition de leurs clients. Et puis vous voulez faire aussi en sorte de faire se rencontrer les startups et les grandes entreprises. C'est un peu ça le plus Startup Palace. Aujourd'hui, pour accélérer le développement d'une startup, il y a 2 leviers. Il y a le levier du financement et il y a le levier d'accélérer son time to market. Donc, voilà, lui permettre d'accéder rapidement à des marchés. Et c'est précisément la volonté qu'on a au Startup Palace de faire cohabiter au sein du lieu des startups, aujourd'hui plus d'une trentaine, mais également des équipes innovation de grands groupes qui vont pouvoir venir pendant plusieurs mois s'installer, sortir de leur cadre de travail habituel, de venir se confronter à un esprit d'entrepreneur, qui vont pouvoir aussi, ces grands groupes, développer des collaborations avec des startups. Et donc tout l'objectif, c'est pour les startups de pouvoir accéder à des marchés plus rapidement. Et puis c'est aussi l'objectif pour ces grands groupes de pouvoir accélérer le temps de développement dans le cadre de l'innovation de produits et l'innovation de services. Voilà, c'est vraiment une nouvelle manière de travailler. Monsieur de Marignan, pourquoi est-ce que la Banque Populaire Atlantique est si proche de Startup Palace? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à eux? C'est un monde passionnant qu'on découvre. La Banque Populaire, c'est une institution. Une banque est une institution. On vit sur d'énormes stocks de clients, d'encours de crédit, d'encours d'épargne. On a l'impression d'être protégé par nos stocks pour les années à venir. Et en réalité, il y a des startups. Tout à l'heure, j'ai trouvé qu'Antoine était très, très gentil, mais il y a des idées de startups qui font trembler les institutions. On l'a vu. Et une banque peut trembler devant les startups. Et il faut qu'on remette en question, qu'on sache remettre en question notre modèle. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un pied dehors, il faut qu'on ait un pied dans l'inconnu, il faut qu'on se mette en déséquilibre.
pour pouvoir mieux imaginer notre propre transformation et travailler avec, enfin, s'insérer dans Startup Palace. Pour nous, c'est une chance incroyable. C'est d'abord rencontrer des jeunes. Ouais. La moyenne d'âge des start-upers aujourd'hui, c'est quand même des gamins. Hein. Moi, j'aimerais bien, tout à l'heure, Antoine me disait son âge, mais j'aimerais bien avoir son âge. J'ai juste le double. Donc, c'est incroyable l'énergie qu'ils peuvent dégager. Et nous, on a besoin de se confronter à cette nouvelle façon d'aborder l'économie. Vous parliez d'avoir un pied dehors. Tellement un pied dehors que vous avez envoyé une partie de vos collaborateurs à Istanbul faire un tour dernièrement. Oui. Mais alors, c'est assez surprenant. Pourquoi aller en Turquie ? La Turquie, c'est bizarre, mais la Turquie est aux portes de l'Europe. On est à quelques encablures et c'est le monde bancaire le plus innovant au monde que l'on puisse connaître dans le domaine de la relation digitale avec ses clients. C'est incroyable la révolution des banques turques. Et on a découvert ça il n'y a pas très longtemps. Et on a décidé d'envoyer 50 de nos directeurs d'agence et 20 de nos chefs de service pour aller se confronter, pour aller se frotter à ce nouveau monde. En fait, on aurait pu envoyer des patrons de l'état-major découvrir voilà, les nouvelles techniques de relations digitales développées par les Turcs. On a décidé d'envoyer la base la plus large possible, acceptable en termes de délégation. Envoyer 70 personnes visiter 7 banques turques en une semaine, c'est rock'n'roll, hein, je peux vous dire. C'est pas si simple que ça. Et avoir la capacité de faire revenir ses collaborateurs et de diffuser par viralité ce qu'ils ont perçu de la transformation du monde bancaire, c'est ça, avoir un pied dehors. Quand on s'associe avec Startup Palace, c'est se mettre en difficulté pour mieux comprendre la façon dont le monde bancaire évolue. Parce que le monde bancaire évolue fortement. Alors, vous avez une évolution qui se fait justement par l'observation et par le fait de vous mélanger et d'aller voir d'autres entreprises, des start-upers entre autres. Et vous avez aussi décidé d'évoluer en interne, puisque vous avez mis en place un audit de la culture digitale de vos collaborateurs. Ça, c'est assez intéressant à écouter. Oui, la Banque Populaire Atlantique, c'est d'abord un chiffre, c'est 1500 collaborateurs, répartis sur 5 départements. Et 1500 collaborateurs qui ont une carrière professionnelle très importante derrière eux, un mode de fonctionnement, des procédures, voilà, des contraintes réglementaires extrêmement pesantes qui nous obligent à ne pas sortir de notre métier d'un iota, parce que sinon on se fait taper sur les doigts par le réglementaire, d'accord, par le régulateur. Et donc, nous devons, comment dire, le business model est en train d'évoluer de façon assez significative avec la réglementation, avec les TOBA. Enfin, tout ça, c'est pas très simple. C'est pas un long fleuve tranquille. Et nous devons en plus mobiliser l'ensemble de nos collaborateurs sur une nouvelle façon que le client a de consommer la banque, qui a complètement changé ces toutes dernières années. Et donc, nous devons apporter, aider, accompagner nos 1500 collaborateurs dans le monde du digital. Le voyage en Turquie fait partie de ce modèle-là. Le DigiDiag, c'est-à-dire le diagnostic digital de chacun de nos collaborateurs, nous permet d'avoir une cartographie très précise de l'ensemble de nos collaborateurs sur l'ensemble de notre territoire pour savoir où sont ceux qui sont en difficulté par rapport au monde numérique, quels sont ceux qui sont en facilité par rapport à ce monde numérique et comment on peut faire aider les uns par les autres. J'ai bien aimé tout à l'heure la présentation d'Hubert de Boisredon sur la fragilité. La fragilité, elle existe aussi dans des termes beaucoup plus simples, qui est, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'utiliser une tablette ou un smartphone. J'ai mon voisin dans le bureau d'à côté qui, lui, sait très bien parce qu'il a une capacité d'appropriation dans ce monde-là beaucoup plus aidée, parce que son modèle parce que son milieu familial lui permet d'y être beaucoup plus. Eh bien, c'est permettre à l'un d'aider l'autre parce qu'on a identifié que l'autre pouvait être effectivement en difficulté. Pourquoi êtes-vous si investi, la BPA, dans la TRIA ? D'abord, c'est passionnant de rencontrer des jeunes, c'est passionnant d'imaginer le monde de demain, c'est passionnant de ne pas s'asseoir dans un monde déjà installé, avec des stocks dont on peut avoir le sentiment qu'on est protégé et qu'on peut tenir encore quelques années. C'est important d'essayer de se remettre en question. Moi, j'ai passé un partenariat très puissant avec les chambres de commerce de l'agriculture et des métiers sur la TRIA, parce que je suis persuadé que les Pays de Loire ont une chance inouïe d'ouverture de ce monde-là. La région Nantes, la région d'Angers, capitale des objets connectés, on est sur un territoire magnifique. Et la Banque Populaire Atlantique a décidé de se lancer à fond dans cette démarche-là. Je vais vous donner un chiffre qui va être très intéressant.
20% de nos opérations faites avec nos clients étaient faites en full digital en janvier 2015. 80% de ces opérations faites avec nos clients seront faites en full digital au mois de décembre 2015. C'est une progression extrêmement importante. Alors, je suis un peu navré parce qu'on consommera moins de cassettes de chez Armor, mais on tâchera de les consommer mieux. Alors, vous donniez des chiffres à l'instant, je vais vous en donner un autre. L'émission s'appelle 52 minutes pour convaincre. On en est déjà à 54 minutes. Donc, pour le coup, je ne tiens pas ma promesse. On va donc être obligé de conclure maintenant. Si on est entrepreneur et qu'on veut entrer en TRIA ou mettre en place sa TRIA, est-ce qu'il y a des aides ? À qui s'adresser ? Alors, très clairement, vous avez bien compris, ça concerne tous les secteurs d'activité. On a pris des exemples, mais ça concerne aussi les nouvelles machines, ça concerne les industriels. Donc, tout le monde est concerné. Les commerçants. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est le réflexe de vos chambres. Les chambres sont les incubateurs du futur. On a défini cette vision. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très important. Vous avez un numéro, on a des systèmes de diag pour le numérique, pour l'environnement, pour l'aspect commercial. On a des systèmes de prêts de financement. On gère avec les collectivités territoriales, en particulier la région, un système de hub financier qui vous flèche vos accompagnements. Donc, le numéro des chambres, première chose. Et puis, effectivement, puisque ça fera 55 minutes, il y a une chose qui est très importante, c'est que derrière ces plaquettes, ces numéros, etc., il y a des hommes et des femmes qui vivent des expériences qui vont vous enrichir aussi. Les chambres, c'est aussi des animateurs de réseau. Et les chambres des Pays de Loire sont des animateurs de réseau sur le virtuel, avec Laval, sur le connecté, avec Angers, sur les aspects nouvelles technologies qui sont ici, avec le numérique, sur Nantes, mais également sur l'acoustique, avec Le Mans. Et cette organisation est sur le robotique, avec la Vendée. Donc cette animation, elle est aussi transversale sur l'ensemble de la région. C'est absolument génial à découvrir. Merci beaucoup pour tout cet optimisme et pour cette énergie. Merci à vous. On espère qu'on vous aura convaincu de l'autre côté de l'écran. En tous les cas, nous, on le sait maintenant. À Satria, Satria, Satria. Allez, à bientôt. Et encore. Merci. La troisième révolution industrielle et agricole, portée par la CCI Pays de la Loire, vous a présenté 52 minutes pour convaincre.